Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va évoquer le bien numérique qui vous est probablement le plus précieux, à savoir vos données personnelles, documents, photos, vidéos, des données que vous voulez préserver sur le long terme, auxquelles vous devez avoir accès, et qui doivent résister à l'épreuve du temps, sous plusieurs formes. Ça peut être une perte physique de matériel, donc vous avez une machine qui lâche, ou un vol, ou éventuellement un incendie chez vous, des choses plus ou moins graves que je ne vous souhaite pas, mais qui peuvent arriver, et qui peuvent mettre en danger les données que vous avez. Par exemple, le cas le plus simple, sur votre smartphone, si vous ne sauvegardez pas les données de base que vous avez sur un smartphone, je sais pas, par exemple vos photos, si jamais vous égarez votre smartphone et que vous n'avez pas mis en place des procédures de sauvegarde de vos photos, vous risquez de perdre toutes les photos que vous avez prises et des photos qui vous sont peut-être plus ou moins précieuses. Dans cette vidéo, je vais me focaliser sur mon exemple personnel, plutôt qu'être généraliste. Je vais vous montrer comment moi je procède pour sauvegarder mes données qui viennent de plusieurs appareils. Ça peut être des données qui viennent de machines fixes comme ça, de PC Windows, ou de machines mobiles qui elles sortent de mon domicile, donc sur lesquelles j'ai besoin d'être encore plus vigilant, voire des machines du quotidien soumises à rude épreuve comme des smartphones qui eux peuvent être, je vous l'ai dit, facilement égarés, perdus, cassés et autres joyeusetés de ce type-là. L'idée générale de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment je m'y prends pour déjà externaliser les données, les mettre sur un NAS. Alors un NAS, je vous l'ai expliqué, je vous ai même fait une série de vidéos pour vous expliquer comment mettre en place ce type de machine. Un NAS, c'est une machine dédiée au stockage de données, et mon NAS, non seulement stocke mes données, les partage à toutes les machines qui sont disponibles chez moi ou en dehors de chez moi, mais me permet aussi de mettre en place des plans de sauvegarde de ces données, soit dans le NAS directement, donc interne au NAS, soit externalisé sur des stockages cloud dédiés, pour pouvoir les préserver sur du long terme. Donc c'est l'idée de cette vidéo. Je vais être très spécifique, je vais vous parler de comment je m'y prends moi pour ce type d'usage, et je vais vous présenter les logiciels que j'utilise. Principalement, il y aura donc ce que je vous ai déjà montré dans pas mal de vidéos, il y aura un petit peu du Nextcloud, et il y aura surtout du serveur Duplicati, le serveur Duplicati qui me sert à faire des sauvegardes incrémentales ou incrémentielles de mes données, donc d'avoir des points de reprise dans le temps, et aussi d'externaliser ces données sur du stockage cloud, et de le faire de manière automatisée, puisque n'oubliez pas que le facteur humain est aussi un facteur qui peut très rapidement causer des soucis. C'est-à-dire si vous y prenez à la main, ce qui est tout à fait faisable, et que vous avez ce type de disque externe, il suffit que vous oubliez une seule fois de faire votre sauvegarde, ou que vous vous y preniez mal, et vous pouvez faire sauter votre sauvegarde, et ça serait dommage. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous montre tout ça. On ira dans le détail, évidemment, des outils que j'utilise. Ça veut pas dire que c'est le meilleur moyen de s'y prendre, ça veut pas dire que c'est le moyen que je vous conseille nécessairement, c'est ce qui convient à mon type d'usage, à mon volume de données, et à la manière dont je gère mes données. Donc au moins, vous aurez un exemple concret de comment je m'y prends. Ensuite, à vous de creuser. Il y a d'autres logiciels, il y a évidemment d'autres manières de s'y prendre, c'est à vous de déterminer ce qui conviendra le mieux à vos données personnelles. Je vous rappelle que j'avais déjà parlé de sauvegarde, en tout cas des règles générales de sauvegarde, dans une vidéo précédente où je vous parlais de mon NAS. Donc c'était la vidéo Découvrez mon NAS. N'hésitez pas donc à la consulter, toutes mes vidéos sont chapitrées, donc vous pouvez très rapidement aller à la bonne section. C'était la section qui parlait des sauvegardes, de l'archivage et de la règle 3-2-1. Donc cette partie-ci qui commence environ vers les 30 minutes. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué les règles génériques donc de sauvegarde, dont la règle du 3-2-1, qui est une bonne pratique, alors que vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre, mais il faut savoir que si vous la respectez pas, vous allez faire face peut-être à des problèmes dans certaines situations. En tout cas, la règle 3-2-1, c'est d'avoir toujours 3 copies de vos données, donc 2 sauvegardes en plus de la copie standard de vos données, d'avoir 2 types de technologies de stockage différentes. Alors en général, en tant que particulier, on le fait pas nécessairement, mais au moins avoir 2 supports différents, c'est déjà pas mal, et avoir une sauvegarde externalisée. Alors ça peut être une copie sur des serveurs cloud, moi c'est ce que je vais vous montrer, mais ça peut être aussi une simple copie hors site. Vous sauvegardez ça sur un disque que vous stockez chez de la famille, chez un ami de confiance, ou éventuellement, si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a un NAS, vous faites par exemple des sauvegardes croisées, vous stockez chez lui une de vos copies de sauvegarde, et lui stocke chez vous une de vos copies de sauvegarde. Évidemment, à partir du moment où vous externalisez une de vos copies de sauvegarde, c'est encore plus critique que pour les autres copies de sauvegarde, vous devez chiffrer les données que vous envoyez, de manière à ce que personne ne puisse avoir accès à ces données qui sont normalement assez précieuses, parce que ce sont a priori des données très personnelles. Donc je vous renvoie vers cette vidéo-là où j'aurais expliqué la règle du 3-2-1 dans le détail, et je vous expliquais aussi comment je m'y prenais en termes de sauvegarde de manière générale. Là ici je me focalise sur comment je m'y prends sur mon installation courante en mars 2023,
Voilà, qu'est-ce que j'ai mis en place, et ça va changer de toute façon dans quelques semaines, puisque je change mon stockage externe, je garde le même hébergeur, mais avec une autre technologie. Donc vous voyez, c'est des choses qui doivent évoluer, c'est des choses que vous devez constamment réfléchir. Ce qui est important aussi pour le dimensionnement de vos copies de sauvegarde, c'est de comprendre qu'il y a 2 critères qui vont qualifier quelque part la taille finale de votre sauvegarde. C'est à la fois la quantité de données que vous voulez sauvegarder, donc par exemple, je sais pas si vous avez 10 Go de photos, 5 Go de documents, plus 30 Go de vidéos personnelles, par exemple, donc ça fait un certain volume, mais l'autre axe aussi à réfléchir, c'est quelle est la quantité de données nouvelles ou modifiées que vous allez produire sur une période de temps. C'est super important puisque, en général, vos copies ne vont pas être des copies complètes. Vous allez vous assurer de faire des copies incrémentales, donc vous avez une copie de référence, et ensuite, les copies suivantes, ça va être que des deltas, donc des différences par rapport aux copies précédentes, déjà pour économiser un petit peu d'espace, mais aussi pour vous allez voir des points de reprise dans le stockage de vos données. C'est extrêmement critique quand on fait des sauvegardes. Imaginez que vous avez vos 10 Go de photos, par exemple, et puis mauvaise manipulation, vous faites une suppression complète d'un ou plusieurs de vos répertoires qui contiennent des photos, vous avez vos process automatisés de sauvegarde de documents, donc de photos en l'occurrence, qui va se déclencher, et vous allez sauvegarder le fait que vous avez supprimé ces photos-là. Donc dans votre copie de sauvegarde, les photos ne seront plus là, et puis vous allez propager ça jusqu'à votre sauvegarde cloud, où vous enlèverez quelque part automatiquement les photos que vous avez supprimées. Et vous n'aurez aucun moyen de les récupérer, puisque vous aurez propagé cette modification. Avec une sauvegarde incrémentale, vous notez quelque part dans la sauvegarde que vous avez supprimé les répertoires, mais vous gardez toujours une version antérieure, ou quelques versions antérieures, où ces documents sont toujours présents, donc ces photos sont accessibles. Si vous avez une sauvegarde qui est sur une longue période, a priori, vous pourrez tôt ou tard détecter que vous avez, par exemple, votre sauvegarde totale qui a baissé en termes de volume, et donc vous avez perdu des données et remonter dans le temps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et revenir à l'instant où vous aviez encore les données pour les restaurer. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Donc c'est super important d'étudier ça, puisque ça va chiffrer quelque part, alors peut-être pas en local, mais quoique, ces critères-là, ils vont conditionner non seulement votre stockage hors site, mais aussi le stockage en local, ça va vous permettre de dimensionner les disques que vous allez acheter, et donc c'est un critère qui est assez important. Si vous avez 100 Go de données au total, et tous les mois vous avez 50 Go de données qui sont complètement renouvelées, je sais pas, vous faites de la production, etc., et il y a une partie que vous voulez sauvegarder quand même, mais qui est renouvelée très fréquemment, vous allez produire pas mal de données que vous allez devoir sauvegarder de manière incrémentale pour pouvoir revenir dans les mois précédents, par exemple pour aller récupérer d'anciennes données que vous auriez perdues ou que vous auriez effacées par mégarde. Donc ces 2 critères dimensionnants qui vont vous permettre non seulement d'étudier la capacité de stockage local sur un ou plusieurs de vos disques, si vous faites du RAID, pas de RAID, combien de volume vous avez en tout, mais aussi hors site, puisque quand vous stockez hors site, vous pouvez être amené à payer à la quantité de données sauvegardées, mais aussi à la quantité de données transférées en envoi ou en réception. Et donc ça peut être intéressant de savoir combien vous émettez de données par mois, pour être sûr que vous n'allez pas exploser les quotas, ou que vous n'allez pas payer trop cher pour y stocker vos données. Voilà, donc c'est des choses à prendre en compte. Maintenant, je vous montre comment je m'y prends. Moi, j'ai tout dimensionné pour mon usage personnel, et donc pour mon cas de figure très particulier. Le premier outil que j'utilise, c'est Syncback. Alors moi, je vous montre la version Syncback que j'utilise, qui est une version payante, c'est une version commerciale, dont j'ai acheté la licence personnellement, hein. Mais vous avez aussi une version gratuite, qui est alors un petit peu moins complète, mais qui vous suffira dans quasiment l'intégralité des cas de figure. Donc je vais vous montrer des comparaisons d'édition. Donc vous avez ici la version gratuite tout à droite, la version SE que j'ai personnellement qui coûte une 50aine d'euros, et la version Pro qui est la plus complète. Mais dans l'ensemble, si vous avez juste besoin de prendre, comme je fais, les données d'un point A qui est ici un poste Windows 10 ou Windows 11, puisque je fais des sauvegardes depuis mes machines Windows 10 et Windows 11, eh bien ça vous suffit largement, puisque vous allez faire un backup, donc une sauvegarde, et la plupart du temps c'est soit sur un système de fichiers avec du Samba, des choses comme ça, donc assez basique, et puis la plupart du temps c'est une copie intégrale à plat, on va dire, donc juste une copie de fichier, vous n'avez pas besoin de faire de la compression, vous n'avez pas besoin de faire du chiffrement et protéger quelque part les données, puisque vous voulez copier quelque part sur un autre disque ou une autre machine, et donc la version free vous suffira largement. Donc moi j'utilise la version Syncback 10 en version SE, mais je pourrais me contenter de la gratuite, et ce qu'il faut regarder c'est ce groupe ici qui s'appelle OMV. Je fais une copie
et c'est bien une copie, vous voyez une sauvegarde, donc avec la petite flèche comme ça qui va de ma machine vers mon NAS, je fais une copie de mes répertoires qui sont importants. Donc j'ai film, montage, documents, musique, photos et vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est adapté en fonction de vos besoins. Si vous mettez beaucoup de documents sur le bureau, par exemple, vous ferez des sauvegardes du bureau. Si vous utilisez beaucoup les documents dans votre user local, ou si vous avez peut-être plusieurs utilisateurs locaux, vous allez peut-être les différencier ici pour les orienter vers des répertoires qui sont différents sur la machine distante. Mais en tout cas, vous voyez qu'ici, j'ai des espaces qui sont locaux à la machine, film, montage et compagnie, et à droite ici j'ai la destination, et la destination c'est ma machine Open Media Vault. Ma machine Open Media Vault, je vous montre à quoi ça ressemble, elle est disponible sur le réseau, et sur le réseau vous voyez ici la machine Open Media Vault, et les différents répertoires qui sont accessibles. Donc vous devez retrouver ici les répertoires cibles de mes sauvegardes. Ces répertoires sont accessibles à toutes mes machines du réseau. Elles peuvent toutes aller mettre les données dans documents, movies, vidéos, séries et compagnie. Tous mes répertoires ont des cycles de vie différents. Par exemple, le montage et du stockage à long terme de toutes les vidéos que je produis sur ma chaîne, mais que je ne clone pas à 15 000 endroits parce que ça me coûterait très très cher, c'est un gros volume. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, en optimisant le stockage, c'est-à-dire sans garder les rushs, qui sont stockés temporairement dans d'autres répertoires pour m'éviter de gaspiller quelque part de l'espace, je suis déjà 1,26 Tera de stockage. Alors ça peut paraître énorme pour certains, ça peut paraître peu pour d'autres, mais 1 Tera quand vous faites du backup cloud, c'est déjà énorme en termes de quantité de données, non seulement pour l'envoyer vers le site distant, mais aussi en termes de coût, parce que ça a forcément un coût de payer pour du stockage 1 Tera et quelques, par mois. Donc forcément, c'est des choses sur lesquelles vous faites très attention, pas multiplier les quantités de données énormément, parce que sinon vous allez payer très cher. Donc, montage par exemple, c'est quelque chose que je garde en local avec une copie, pareil, sur un disque externe, que je stocke ailleurs, mais je fais pas du backup cloud là-dessus, ça coûterait beaucoup trop cher. Par contre, tout ce qui est hyper important pour moi, donc les photos, les vidéos personnelles, les documents personnels, tout ça est stocké, correctement, on va dire, sur un stockage externalisé, hors site, sur du stockage cloud, pour que ce soit hyper efficace et systématique, pour pas que j'ai de risque d'oublier ou de mal m'y prendre. Donc voilà en gros comment je m'y prends pour la première étape. Ici on était donc dans un cas de figure d'une machine Windows 10 ou Windows 11, peu importe, mon ordinateur portable, je fais la même chose. Je vais prendre l'intégralité des répertoires qui sont importants et je les déplace dans des cibles qui sont bien identifiées sur ma machine. Ces cibles-là sont accessibles directement depuis le réseau, donc je vais vous montrer ça. Voilà mon serveur Nextcloud, ici vous voyez les répertoires racines que je vous ai montrés. Alors j'évite de rentrer dedans parce que dedans il y a beaucoup d'informations personnelles et j'ai pas envie de flouter tout partout et d'en oublier. Mais en gros dedans, j'ai par exemple l'intégralité de mes documents. Ces documents sont accessibles sur mon serveur Nextcloud, ils sont consultables, que ce soit en local ou sur internet si nécessaire, mais j'évite de les modifier. Mes documents de référence sont toujours ceux que j'ai sur ma machine locale, ma machine sur laquelle je travaille, pour m'éviter d'avoir sans arrêt à recourir au NAS. Mais éventuellement, si vous trouvez ça plus sympa, vous pouvez, avec les outils qui sont fournis par Nextcloud, mais il y a d'autres outils open source qui vous permettraient de le faire, vous pouvez décider que l'image de référence, quelque part de vos documents, serait le serveur Nextcloud, et de synchroniser en local sur vos machines ces répertoires-là, et de répercuter les changements, qu'ils soient faits sur le serveur Nextcloud ou qu'ils soient faits en local sur votre machine. C'est à vous de vous y prendre comme vous voulez. Moi j'ai décidé de m'y prendre comme ça, puisque sur mes machines, ça fait que j'ai un premier jeu de mes documents, ceux de travail quelque part, et sur mon serveur Nextcloud, j'ai une première copie. Une copie, on va dire, de référence, qui unifie tous les dossiers, tous les documents qui viennent de toutes mes machines. Et l'envers du décor, vous le connaissez, c'est mon NAS que je vous montre depuis maintenant 1 an et demi, quasiment 2 ans. Donc mes stockages, rien de bien folichon, je ne fais pas de RAID, je vous ai expliqué pourquoi le RAID n'était pas utile dans mon cas de figure. J'ai pas besoin d'avoir une reprise instantanée en cas de défaillance matérielle, je peux me passer 1 journée, 2 journées de mes données, et encore je m'en passe pas réellement, mais c'est juste que je vais être dans un état dégradé, où j'ai pas tous mes volumes pour faire mes sauvegardes et tout ça. Je recommande un disque exactement de ce dont j'ai besoin, je le mets dans la machine, je restaure mes sauvegardes, et c'est reparti. J'ai pas besoin d'une haute disponibilité 100% du temps, en permanence, ça me va très bien. C'est beaucoup plus économique, c'est tout aussi fiable, et ça pose pas de problème. Donc vous voyez ici mes disques. J'ai donc mes 2 disques de stockage de 14 Tera, et puis j'ai en plus mon SSD qui me sert de cache et de
voilà, de tampons, on va dire, pour transférer rapidement des fichiers sur le réseau s'il y a besoin. Et les dossiers partagés, c'est ce que je vous ai montré, ils sont ici, c'est mes ensembles de montage qui sont répartis sur les 2 disques pour limiter les dégâts en cas de défaillance matérielle, puisque je n'ai pas de RAID. Donc si jamais il y a un souci avec les disques, j'ai réparti le risque sur les 2 disques. Comme ça me fait en plus moins de travail pour restaurer les données. Et ensuite, c'est là où commence la procédure de sauvegarde, et moi j'ai 2 sauvegardes qui sont issues de ça, donc ça c'est, on va dire, c'est ma première sauvegarde. J'ai une deuxième sauvegarde qui est une sauvegarde incrémentale, locale, et j'ai enfin une autre sauvegarde qui est une sauvegarde à distance, elle aussi incrémentale. Et ça, pour ça, j'utilise Duplicati. Duplicati, c'est pareil, c'est un service que j'ai déployé avec Docker, alors peut-être un jour j'irai dans le détail sur comment on s'y prend vraiment dans le détail, mais pour l'instant, je pense que c'est pas utile pour comprendre le fonctionnement global. Vous voyez ici que de la même manière que il y avait photos, documents, etc., vous avez le pendant en termes de tâches de sauvegarde. Donc vous avez des tâches qui sont exécutées de manière périodique. Donc moi ici c'est tous les soirs à 19h. J'ai une copie qui est faite des différents répertoires que je juge importants. Donc j'ai en particulier les photos, les documents, les vidéos qui sont copiés avec, vous voyez ici, le suivi. Côté Duplicati, on voit la source, donc combien j'ai de quantité de données, et combien j'ai de sauvegardes disponibles. Donc ici j'ai 10 versions de ces photos, ce qui permet de revenir 10 fois en arrière si jamais il y a une suppression malencontreuse de données. Alors ça c'est pareil, on peut aller à la hausse ou à la baisse. Là je suis allé à la baisse pour réduire un petit peu la quantité de données parce que, je vous l'ai dit, dans le courant fin du mois, je change d'hébergement cloud, donc je réduis un petit peu la quantité de données que j'ai à disposition, mais dès que j'aurai récupéré mon nouveau stockage cloud, je réaugmenterai le nombre de versions, de manière à être plus confortable, si jamais il m'arrive un pépin, pour pouvoir revenir plus facilement en arrière. En tout cas, vous voyez ici les différents stockages locaux, enfin copies de sauvegarde locale, donc là on est sur la deuxième copie, la copie incrémentale versionnée. Pour la partie logiciel que je vous ai montré, donc que ce soit Nextcloud, mais aussi ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire Duplicati, vous voyez que ce sont tous des conteneurs Docker, donc déployés sur mon NAS, qui tournent sur mon NAS. C'est tout de l'open source, donc je me suis construit un NAS entièrement basé sur de l'open source, ce qui est, je pense, une solution fiable et pérenne, économique, et qui vous permet d'avoir la main complètement sur les données. Et vous voyez aussi, en dessous ici, j'ai les copies qui sont distantes. Donc ici, tout ce qui est eDrive, j'utilise le service eDrive Cloud, qui est un service Amazon S3. Ici, vous voyez le stockage eDrive, donc à distance, qui est lui aussi incrémental. De manière à ce que, si jamais il y a un souci, je puisse très facilement aller récupérer soit les données qui me manquent, ce qui permet d'être un peu plus efficace, soit de récupérer l'intégralité du stockage, si jamais j'ai tout perdu, et de le restaurer. Je vous montre enfin mon compte eDrive, donc c'est un compte Amazon S3 branché sur mon serveur Duplicati. Donc ça, c'est pareil, je t'y reviendrai peut-être dans le futur, mais là je vous donne plutôt une vue d'ensemble sur comment on s'y prend. C'est pas forcément la meilleure recette que vous devez suivre, c'est celle que moi j'utilise pour faire mes différentes sauvegardes. Et donc j'ai mon bucket ici de sauvegarde, donc vous le voyez là, avec documents photo vidéo, donc c'est mes cibles sur mon stockage cloud, et dedans j'ai mes snapshots, donc là on peut regarder, puisque de toute façon dedans, ici, personne ne peut consulter ces documents, même pas moi en récupérant ce fichier là tel quel. Ce sont des fichiers .zip, ils sont d'ailleurs tout petits ces fichiers, vous voyez que ce sont des petits incréments, alors ils sont zippés évidemment, mais vous voyez que la plupart du temps c'est des petits incréments, c'est des petits jeux de fichiers qui sont modifiés, et surtout l'extension AES montre ici un chiffrement symétrique. Donc tous mes contenus sont chiffrés. En termes de sécurité, je vous montre comment c'est fait dans Duplicati. Chiffrement symétrique AES 256, avec une phrase secrète très forte. Et en termes de destination, donc là évidemment je suis obligé de vous flouter certaines sections, mais c'est du stockage S3, comme je vous l'ai expliqué. Donc c'est la technologie Amazon AWS. Stockage sur les serveurs de iDrive Cloud. Et vous voyez aussi que on a le nom du bucket ici, qui est le nom que je vous ai montré tout à l'heure, et le répertoire, le chemin du dossier qui est ici, chemin du dossier document, donc j'ai 3 chemins de dossier, un document, photo et vidéo personnelle. Voilà, et donc c'est ce que vous voyez ici, et en cas de pépin, si vraiment le pire du pire du pire,
je perds complètement mon domicile, donc je perds en l'occurrence ma machine, mon serveur NAS, je perds toutes mes machines où j'ai mes documents, donc j'ai perdu complètement tous mes documents en fait, j'ai perdu tout moyen physique de récupérer mes documents, et bien il me reste cette ultime sauvegarde. Alors évidemment, chiffrement etc. suppose que j'ai stocké dans un endroit sécurisé les clés pour le chiffrement et donc le déchiffrement, donc ça c'est fait aussi dans du stockage cloud, mais un autre stockage cloud pour éviter justement de tout mettre au même endroit. Et puis du coup j'ai plus qu'à me remonter par exemple un serveur duplicati quand j'aurai la possibilité de le faire, récupérer ces fichiers là, et donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, faire une restauration sur un volume, et donc je récupérerai l'intégralité de mes données. Alors je vais vous montrer tout de suite comment on peut restaurer des données. Donc si vous allez ici par exemple dans, on va aller dans photo, pourquoi pas, photo ici vous l'ouvrez, vous voyez qu'on peut ici restaurer des fichiers, donc je clique sur restaurer, il va analyser ici le contenu de ce répertoire incrémental, il va me proposer différents répertoires que je peux restaurer. Et vous voyez que là, j'ai l'ensemble des images, quelque part, qui ont été faites, pour ces répertoires-là. Donc ça me permet comme ça de revenir à des espèces de points de reprise, où il y a eu des modifications importantes de mes données, et donc de resélectionner tout ça. Donc imaginez par exemple que le 26 août, j'ai supprimé malencontreusement un répertoire, et bien ici le 21 mars, j'ai toujours accès à ce répertoire du 26 août. Et donc je peux revenir dessus, et je peux très facilement récupérer le répertoire qui se trouverait à cet endroit-là, mais qui ne se trouve plus dans les sauvegardes du 14, du 18, du 23, etc. Donc c'est le côté beaucoup plus intéressant de la sauvegarde incrémentale, ça me permet comme ça de récupérer soit des fichiers qui auraient été corrompus, soit des fichiers perdus complètement, donc des répertoires ou des fichiers supprimés, de revenir à ce point de reprise et de les récupérer. Dans la limite évidemment du raisonnable, en termes de quantité, en termes de volume de données sauvegardées. Alors évidemment ça suppose une chose très importante, c'est que régulièrement vous fassiez ce type d'exercice, un peu comme des pompiers se préparaient à un incendie, eh bien il faut aussi que vous vous mettiez dans la situation où vous perdez toutes vos données et vous essayez vous-même de récupérer vos données pour vérifier que vous y arrivez. C'est-à-dire que vous savez où vous avez mis votre clé, donc vous la retrouvez sans avoir d'aide, etc. Vous savez remettre la main dessus. Vous arrivez à récupérer vos données et vous faites l'exercice de restaurer quelques données. Au moins pour vérifier que ces fichiers ne sont pas corrompus, ça peut être déjà un premier bon exercice, et puis aussi pour vérifier que vous avez bien l'expérience pour restaurer vos données, donc que vous savez faire, que vous savez où se trouvent les données qui vous sont utiles pour restaurer ces données-là, que vous savez remonter un serveur duplicati, et que vous savez donc réparer quelque part les données que vous avez perdues. Parce que sinon, le jour où vous allez être dans l'embarras d'avoir vraiment perdu vos données, ce qui j'espère ne vous arrivera pas, mais on sait jamais, eh bien, faut pas que vous soyez en panique en vous rendant compte au dernier moment que vous avez beau avoir vos petits fichiers ici, c'est bien beau, mais vous savez plus où est votre clé, ou vous ne savez pas comment restaurer ces fichiers-là, et donc vous êtes coincé, vos données sont quasiment comme dans un coffre-fort perdu, et vous pouvez pas les récupérer. En tout cas, faites vraiment des exercices à cette échelle-là, parce que moi, en tout cas, c'est ce que je peux vous conseiller, hein. Si jamais vous êtes devant le fait accompli, que vous avez un souci, vous allez vraiment galérer si vous ne savez pas comment vous y prendre en pensant qu'il suffit de déclencher des jobs de sauvegarde pour être tranquille. Ce ne sera pas le cas. Il faut être prêt aussi à l'opération inverse quand ça se passe mal. Il me reste une dernière chose à vous montrer, c'est la sauvegarde des documents qui viennent de mes appareils mobiles, smartphone. Dans ce cas-là, j'ai un cas particulier, parce que c'est pareil, je maîtrise aussi la manière dont je m'y prends. Sur mes smartphones, je ne manipule pas de fichiers en local, j'ai du OneDrive, du Google Drive, des choses comme ça que je backup régulièrement. Mais par contre, je prends des photos, je prends des vidéos. Les photos, les vidéos sont automatiquement copiées dans des répertoires bien connus de mon installation Nextcloud et sont ensuite pris en compte comme n'importe quel fichier photo, n'importe quel fichier vidéo, donc comme ce que je vous ai montré. Donc il y a une première copie sur mon serveur Nextcloud, une deuxième copie incrémentale sur un autre disque de mon NAS, puis aussi une copie incrémentale elle aussi, externalisée à mon installation sur mon serveur eDrive. Donc ça me permet comme ça d'avoir mes deux copies de sauvegarde, je garde les photos sur mon smartphone un certain temps,
parce que c'est beaucoup plus pratique, par exemple pour les consulter et tout ça, mais ça me permet de nettoyer régulièrement mon smartphone, donc de regagner la capacité de stockage, de ne pas saturer mes comptes cloud, que ce soit du Google Drive ou autre, puisque je suis quasiment à saturation, hein, j'ai quasiment le maximum de stockage possible. Ça me permet d'avoir tout quand même à un endroit donné, sur mon serveur Nextcloud, tout consulter, photos, vidéos et compagnie, et d'avoir mes sauvegardes incrémentales qui sont elles aussi prises en compte. Donc voilà comment je m'y prends pour ces appareils-là. En ce qui concerne les smartphones, dessus je n'ai que des données, on va dire photos, vidéos. Le reste, tout ce qui est documents, je vous l'ai dit, c'est soit stocké sur du Drive, du Google Drive ou du OneDrive, et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je fais des backups réguliers du contenu de mes Google Drive ou OneDrive sur mon NAS. Donc ça, je vous explique pas comment je m'y prends, mais c'est assez facile, hein, il suffit d'aller chercher les archives de vos comptes Google ou Microsoft et de les uploader en fait tout simplement sur le Drive. Mais c'est des documents que je peux utiliser éventuellement au quotidien, mais sur lesquels j'ai pas besoin de faire des sauvegardes, puisque mes documents de référence, je vous le redis, c'est soit sur mon NAS, soit sur mes machines, certainement pas sur mon smartphone. Par contre, pour les photos, les vidéos, évidemment, je les prends sur le smartphone, donc je ne les ai que sur le smartphone. Dans ce cas-là, j'utilise l'application Nextcloud, qui est une application native Android ici, puisque c'est un smartphone Android, et vous avez des capacités de téléversement. Donc vous choisissez les répertoires de votre machine sur lesquels vous voulez faire du téléversement, et vous voyez ici, automatiquement, quand le smartphone est connecté, alors moi je le fais sur mon réseau local en Wi-Fi, mais vous pouvez aussi l'activer directement quand vous êtes connecté en data, il va automatiquement envoyer les documents sur votre serveur NAS, et ensuite c'est le flux d'utilisation classique, c'est-à-dire une fois que c'est envoyé sur le serveur NAS, eh bien c'est traité comme n'importe quelle photo, n'importe quelle vidéo, donc il y a un clone, une copie de sauvegarde, on va dire, qui va être créée par Duplicati, puis aussi une copie de sauvegarde par Duplicati sur mon cloud, et donc tout est sauvegardé automatiquement. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire au sujet de ma pratique de la sauvegarde. N'hésitez pas, vous de votre côté, à partager la vôtre. Ça peut intéresser les gens qui regarderont cette vidéo et qui consulteront les commentaires. Vous pouvez aussi éventuellement critiquer, de manière gentille évidemment, hein, mais critiquer ma pratique, ou la challenger, me dire voilà, là fais attention, quand tu fais ça, ça peut être dangereux, ou éventuellement il peut y avoir des limites. On est bien d'accord que ma sauvegarde externe n'est pas localisée en France, etc. Donc le stockage souverain français et tout ça, j'y suis pas. Mais honnêtement, des fois quand on voit le tarif du stockage en France, c'est un petit peu dissuasif, surtout quand on a des gros volumes à sauvegarder. Et honnêtement, mon compte iCloud, il peut sauter, je m'en moque. Je m'ouvre un autre stockage ailleurs et je recommence mes sauvegardes. Alors ça sera un petit peu contraignant, mais c'est pas très grave. J'ai pas besoin d'avoir un accès physique en France à mes données, sachant qu'en plus, elles sont doublement chiffrées. Elles sont chiffrées quand j'envoie au serveur iCloud qui chiffre pour stocker les données, et moi-même en amont, j'ai déjà chiffré les données pour être sûr que même si quelqu'un avait accès à mon compte iCloud, normalement, il n'y a pas de moyen actuellement, en tout cas technique, pour aller accéder à ces données-là. Donc j'ai fait le nécessaire, moi, j'ai fait le maximum pour que ce soit sécurisé, mais évidemment, ce serait encore mieux si j'utilisais du stockage en France, puisque je me mettrais, on va dire, les maximums de chances de mon côté, pour minimiser les risques et récupérer des données qui sont aussi proches que possible géographiquement de chez moi. Alors c'est aussi intéressant d'avoir un stockage lointain, ici ça doit être sur le continent américain, mais bon, on n'est pas dans une guerre thermonucléaire et tout ça, donc ça me ferait une belle jambe de savoir mes données en sécurité si de toute façon, vous voyez un peu l'idée, il y a un cataclysme en France ou en Europe, ce sera pas ma première priorité, ce sera pas d'essayer de récupérer mes données, j'imagine. Mais en tout cas, bon, il y a aussi cet aspect-là, en ayant un stockage hors de la France, éventuellement ça peut me prémunir de ça, même si c'est peut-être pas ma première priorité. Voilà, je m'arrête là sur mes techniques pour sauvegarder mes données. J'espère que ce que je vous ai expliqué, présenté, ça vous sera utile. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, soit sur le sujet donc du NAS, du stockage et des conteneurs Docker, soit sur des sujets, des thématiques un petit peu différentes, la domotique, le Windows et d'autres sujets de ce type-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.